Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nour el-Kalima, une série présentée par l'Association des étudiants musulmans de l'Université de Montréal. Moi, c'est Yassine, je suis directeur de projet aux affaires professionnelles et aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de la série Affaires professionnelles, une série qui porte sur la progression académique, personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un univers qui touche un peu tout ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, ce qui est l'ingénierie. Donc, c'est très simple. Dès qu'on voit une situation où il faut trouver une solution intelligente à un problème concret, il y a souvent un ingénieur derrière. Donc, que ce soit pour concevoir un pont, créer une application, un site web, pour développer un moteur plus efficace ou inventer un outil médical, c'est l'art, dans l'ingénierie, c'est l'art de combiner science, créativité et logique pour améliorer la vie quotidienne. Et parmi toutes ces branches de l'ingénierie, il y en a une qui nous mène directement au cœur de la santé, c'est l'ingénierie biomédicale. C'est un domaine passionnant où technologie et science se rencontrent, on y conçoit, améliore et entretient des équipements, des équipements qui aident les médecins à diagnostiquer, soigner et parfois même sauver des vies. Du respirateur en réanimation à l'imagerie médicale, en passant par tous les dispositifs chirurgicaux et les outils médicaux, tout est pensé pour rendre les soins plus sûrs et plus efficaces. Donc, notre invité du jour, M. Tariq Afian, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, M. Tariq, il connaît ce monde de l'intérieur, ingénieur biomédical au sein du CIUSSS du nord de l'île de Montréal. Il a aussi travaillé comme consultant et physicien dans plusieurs contextes. Et avec son expertise, il veille à ce que les hôpitaux disposent d'équipements performants, fiables et adaptés aux besoins des patients. Et ce qui est encore plus intéressant dans tout ça, c'est qu'il fait son métier tout en gardant en tête sa foi et ses valeurs. Donc, M. Tariq, parlez-nous un peu de votre histoire, votre origine, votre enfance, votre parcours éducatif, que ce soit du secondaire au collégial à l'universitaire. D'abord, je tiens à remercier l'Association des étudiants musulmans de l'Université de Montréal pour l'invitation. Alors, par rapport à moi, je suis né en 1977 au Maroc, à la ville de Marrakech. Et petit, j'avais beaucoup de problèmes à l'école parce que on me parlait aujourd'hui le spectre TDAH, d'autres spectres de ce genre-là, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de diagnostic qui était disponible, mais j'ai vécu avec ça et j'ai développé ma façon de m'en sortir. Alors, j'étais très, très bon en matière scientifique et j'étais vraiment, j'essayais même pas avec la matière littéraire parce que la mémorisation, pour moi, c'était quelque chose intouchable. Je ne peux pas mémoriser. Mais je m'en sortirais très bien en excellant en mathématiques ou physique. Alors, j'ai fait mes études secondaires en sciences expérimentales. Et donc, j'ai obtenu l'équivalent c'est l'équivalent de ce qui se passe en Europe, le baccalauréat en Europe, c'est l'équivalent de diplôme des études secondaires ici. Et par la suite, je suis allé à l'université où j'ai étudié la science de génie. Je me suis spécialisé, d'abord j'ai étudié la physique et la chimie pendant 2 ans. Et par la suite, on se spécialise soit physique, soit chimie. Alors, je suis spécialisé en génie électrique, domaine de automatique, informatique. Okay. Et donc, on avait 4 spécialités. J'ai eu mon diplôme universitaire en 1980, à l'année 2000 plutôt. Okay. Et par la suite, je suis allé en France. Tout de suite, je suis allé en France. J'ai accepté à l'université de Nantes. Où j'ai poursuivi des études toujours en génie électrique, mais une année dans la spécialisation électronique. Okay. Et une autre année en DSS, spécialisation conception et qualité des composants optoélectroniques et microélectroniques. J'ai fini mes études en France à l'année 2002. Et à l'époque, quand je faisais mes études, on parlait des nouvelles technologies, où on peut voir les visages dans les téléphones. Il n'y avait pas ça à l'époque, mais c'était en préparation dans les laboratoires. Nous qui faisions vraiment les composants électroniques, optoélectroniques, la conception, la qualité, tout ça. Donc les professeurs me parlaient de ça à l'époque. Donc en 2003, je me suis marié en 2003, j'ai eu un enfant en 2004. En attendant, j'avais pas de travail
à la hauteur de mes études, mais je travaillais quand même. En 2005, j'ai immigré au Québec. Juste pour vous poser la question par rapport à ce que vous avez dit, la phrase d'avant, vous n'avez pas eu de travail au niveau de vos études, vous voulez dire quoi par là? Alors, à l'époque, pendant les années 2000, avoir du travail spécialisé, c'était pas facile, surtout dans le domaine électronique, les domaines très, très technologiques. Il y avait, en France, à l'époque, il y avait des compagnies, des grandes compagnies comme Thales, par exemple. Il y a d'autres compagnies de la défense nationale qui fabriquent des avions, qui fabriquent vraiment de la haute technologie. Et ça, c'était restreint vraiment aux Français. Ok. Donc moi, j'avais pas eu la chance d'avoir le travail que je souhaite, mais ça m'a pas empêché. J'ai fondé une famille, je travaillais, je gagnais ma vie comme il faut, jusqu'à l'année 2005 où j'ai immigré avec ma famille ici au Québec. Donc je suis arrivé au mois d'août 2005 et sincèrement, je suis arrivé ici avec l'intention de reprendre mes études. J'avais pas l'intention de vraiment travailler, c'était la première motivation de reprendre mes études comme il faut. Alors, j'ai commencé la première chose que j'ai fait, je me suis inscrit à McGill où j'ai pris des cours d'anglais intensifs, intensif d'anglais pour m'améliorer au niveau de l'anglais écrit et parlé. Et je me suis inscrit, j'ai passé des entrevues à l'école polytechnique, l'NRS aussi, pour faire un doctorat en communication, parce que j'ai un background électronique. Mais ça n'a pas bien marché, et puis je ne trouvais pas ça vraiment la meilleure solution pour moi, parce que moi, je ne voulais pas avoir un diplôme, je voulais avoir un métier. Et donc, la décision, c'était de reprendre mes études. En 2007, j'ai repris un baccalauréat en physique. Donc, j'ai commencé mon baccalauréat en physique à l'année 2007, et 2 ans plus tard, j'ai changé de programme et j'étais inscrit à un programme physique et informatique. C'est un baccalauréat bidisciplinaire où on peut apprendre 2 disciplines en même temps. Comme j'étais bon en informatique, parce que ça faisait partie de l'apprentissage de l'ingénieur. Donc j'ai fait mon baccalauréat en physique et informatique. Et à partir de la 2e année, j'étais déjà en stage permanent, c'est-à-dire toute l'année, à l'Institut, le centre de recherche de l'Institut de gériatrie de l'Université de Montréal, où je travaillais dans un laboratoire. Le docteur Hogg Huck, lui, c'était un chercheur en neuroimagerie. Donc, il utilise de la résonance magnétique pour quantifier le flux sanguin dans le cerveau, quantifier la quantité d'oxygène, de glucose consommée par le cerveau dans différentes circonstances, appliquées surtout à la personne âgée. Et donc, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai beaucoup aimé ça parce que moi qui ai déjà derrière 6 ans à l'université, je connais très très bien à l'université. C'était très ennuyant pour moi d'ailleurs. Je n'assistais pas aux cours, je préparais mes cours moi-même pendant tout au long de mes études. Mais être attaché au laboratoire, ça m'a donné beaucoup d'énergie. C'était très très bon parce que je travaillais sur des projets de recherche comme la spectroscopie pour le cerveau, un sujet qui est vraiment très très rare encore aujourd'hui. Et donc j'ai eu mon baccalauréat en 2010 en physique informatique et je me suis inscrit aussi après par la suite à la maîtrise recherche, pas la maîtrise génie clinique, mais maîtrise recherche en biomédical. J'ai continué toujours dans le même laboratoire de neurosciences où j'ai passé les 2 ans de ma maîtrise. Et à la fin de ma maîtrise, j'ai eu la chance de commencer un projet de recherche. C'était un projet de recherche dans le cadre d'un doctorat à l'école polytechnique. Encore, je suis basculé vers l'électronique, plutôt vers l'optoélectronique. C'était un projet de recherche avec Dr Raman Kashyap, laboratoire d'optoélectronique de l'école polytechnique, pour développer le but de thèse de recherche, c'est vous savez, si on veut envoyer un signal électrique dans un câble, après 1 kilomètre, il y a une grande atténuation du signal, il faut l'amplifier, puis donc ça coûte trop cher et c'est pas très pratique. Donc l'idée,
C'est de prendre un signal électrique, de faire une modulation de laser dans un diode laser, de le transmettre d'une façon optique, parce qu'on peut le transmettre à 10 km et 10 km. Et au point d'arrivée, il faut faire une démodulation pour reprendre notre signal électrique original. Donc c'était la thèse de mon doctorat. Alors, la thèse de mon doctorat que j'ai arrêtée une année plus tard parce que à l'époque, j'avais déjà 2 enfants, une famille, 2 enfants, un loyer, des charges. Et j'étais vraiment contraint de trouver du travail. Je n'ai pas pu continuer mes études. Ouais. Mais c'était une très, très, très belle expérience à l'école polytechnique. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça m'a donné beaucoup d'ouverture sur ce qui se passe en sciences, comment on peut faire de la science et tout ça. Okay. J'ai arrêté le programme et j'étais embauché comme assistant de recherche avec mon directeur de thèse de maîtrise, Dr Hogg, comme assistant de recherche à son laboratoire. Donc j'étais son bras droit pour toutes les études qu'il faisait dans son laboratoire. Je m'occupais vraiment de préparer, faire des analyses. Les analyses en neuroimagerie, c'est immense. C'est vraiment le mot, ça veut tout dire. C'est immense. C'est pas chose facile parce qu'on génère des images de résonance magnétique, des images structurelles et des images fonctionnelles. Après, il y a beaucoup, beaucoup de traitements de données sur les images pour avoir quelque chose faire des statistiques. Il y a des logiciels et beaucoup de choses qu'on utilise pour sortir des données, pour sortir des informations à partir de ces images. Okay. Il y a aussi tout le volet technique de savoir utiliser la machine de résonance magnétique. Et donc tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé comme ingénieur. Dans votre parcours. Oui, exactement. Ouais. Et c'était un stage, c'est bien ça? Cette fois, j'étais assistant de recherche. Assistant de recherche, ok. Ouais, j'étais employé. J'étais embauché comme employé, comme assistant de recherche. Okay. Ouais. Et j'ai resté au laboratoire pendant une année. Et heureusement, comme un beau jour, à la fin de l'année, Dr Hogg, il y avait des changements dans son financement, dans ses plans budgétaires. Et puis il m'a dit, il faut que tu trouves quelque chose parce qu'il y a des changements et tout ça. Ouais. Et on a eu de la visite d'un chercheur de l'Institut de cardiologie. On travaillait avec ce chercheur-là. Et puis, j'ai reçu... ils avaient une offre pour un physicien. Ils cherchaient un physicien pour l'Institut de cardiologie, centre de recherche de l'Institut de cardiologie. J'ai postulé et puis ça a marché. Okay. Ça a marché. Et, janvier 2014, j'ai commencé à travailler à l'Institut de cardiologie, centre de recherche, comme physicien responsable de développement de résonance magnétique. Alors, la grande différence, c'est que j'ai passé... en fait, ce que j'ai fait, j'ai ramené tout le savoir-faire que j'ai pu développer dans le domaine de neuroimagerie sur le cerveau, parce que j'ai passé de 2008 jusqu'à 2014, donc 6 ans que j'ai passé dans ce domaine. Ouais. Et à l'Institut de cardiologie, il faut faire du développement pour le cœur. C'est toujours la résonance magnétique, mais appliquée pour la résonance magnétique cardiaque. J'ai pas eu beaucoup de difficultés, mais ça a été plusieurs années de vraiment d'épanouissement. Je travaillais, c'était un poste financé pour la recherche via la compagnie Siemens. C'était un financement de 5 ans et on travaillait sur plusieurs marqueurs pour détecter certaines maladies dans le cœur. Avec la résonance magnétique, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la résonance magnétique, c'est une technologie purement physique. On utilise principalement quelques paramètres physiques. On utilise principalement un temps de relaxation qui s'appelle le temps 1, T1, un temps de relaxation qui s'appelle le T2. Et on utilise aussi, en cardiologie, on utilise aussi un temps de relaxation, ce qui est le 2D étoile. Alors, ce sont des paramètres purement physiques. Ces temps de relaxation, c'est le temps de relaxation des spins qui se trouvent dans l'eau. Donc, la résonance magnétique, il exploite les spins, c'est-à-dire les spins, c'est les protons de l'eau. Ils tournent autour d'eux-mêmes. Okay. En fonction de champ magnétique qu'on va appliquer, ils vont avoir une vitesse, ils vont tourner à certaines vitesses. Et on peut les exciter et attendre leur relaxation. La relaxation des spins, ça nous donne des informations sur... D'abord, ça nous donne des informations pour construire une image de résonance magnétique. On l'a construit à partir de la relaxation des spins.
Et cette relaxation, il se fait en fonction d'un temps qui s'appelle T1 et un temps qui s'appelle T2 ou T2 étoile. Donc le T1, le temps T1, il peut nous donner des informations sur la présence de protéines dans le tissu. Ça nous donne beaucoup d'autres informations au-delà de construire une image pondérée T1. Le T2, ça nous donne des informations sur la présence d'eau. Le T2 étoile, ça nous donne des informations sur la présence de l'hémoglobine désoxygénée. Donc, en recherche, ce qu'on essaye de faire, d'abord comprendre ces paramètres et approfondir notre compréhension de leur lien avec la maladie. Parce que jusqu'à récemment, ces paramètres, oui, ça indique quelque chose qui n'est pas normal, mais je pense encore aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si j'ai un T1 de 1300 millisecondes, j'ai ça et ça et ça comme maladie ou ça comme diagnostic. On n'est pas encore rendu là. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à ce stade-là. Donc, je ne sais pas si j'ai trop parlé sur mon cursus, mais en général, c'est ça. Après, à partir de 2018, j'ai quitté le domaine de recherche parce qu'à l'Institut de cardiologie, c'était vraiment un travail de recherche scientifique. Heureusement, j'ai contribué à plusieurs articles, j'étais co-auteur sur plusieurs articles. En 2018, j'ai quitté un petit peu le domaine de recherche scientifique pour rejoindre le domaine clinique. Depuis 2018, je travaillais d'abord comme conseiller en génie biomédical et depuis 4 ans, je travaille comme ingénieur biomédical. Donc, je travaille actuellement au sud-nord de l'île de Montréal, où je fais principalement de la gestion de projets d'équipement. Moi, je m'occupe, mon domaine principal ou bien mon champ d'expertise principal, c'est l'imagerie. L'imagerie at large, je m'occupe de toute l'imagerie du sud-nord de l'île de Montréal, que ce soit les équipements de résonance magnétique, échographie, toutes sortes d'imagerie. Et aussi, je fais d'autres projets, comme je m'occupe de la pharmacie, je m'occupe d'autres secteurs aussi. Donc c'est un petit peu le tour de mon expérience personnelle, professionnelle. Ouais, c'est intéressant, c'est beaucoup d'années d'expérience, beaucoup de savoir. Et je vois que vous avez étudié du coup en électrique, puis en physique et aussi en informatique. Et j'aimerais savoir votre avis parce que aujourd'hui, il y a un programme en génie biomédical à Polytechnique qui regroupe un peu tous les autres génies, que ce soit électrique, mécanique, informatique, il y a aussi électrique, etc. Et chimique aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, le fait d'étudier de la matière variée, je veux dire, de la matière variée en 4 ans? Est-ce que vous pensez que c'est assez pour avoir une bonne expertise dans le domaine biomédical ou non? Oui, alors, d'abord, il y a certaines choses que je vais profiter de l'occasion pour les expliquer. Le travail, ça n'a pas vraiment de lien direct avec les études. Ça, moi, je l'ai constaté. Ce qu'on apprend à l'école, on apprend les méthodes de travail. Ils ne vont pas nous apprendre à comment faire face aux circonstances particulières du travail. Ils nous apprennent à apprendre, ils nous apprennent comment être autonome, comment apprendre. Ils nous apprennent des équations, mais à travers les équations, les problèmes difficiles et tout ça, ce qu'on fait à l'école, ça nous donne un esprit rigoureux, un esprit qui nous permet d'analyser, d'aller chercher ce qu'on a besoin. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à l'Institut de cardiologie, mon directeur de recherche m'a proposé de travailler avec une compagnie qui fabrique des logiciels d'analyse. Vous savez, le médecin à l'hôpital, quand on lui donne des images de résonance magnétique cardiologique, par exemple, il lui faut un logiciel. Le logiciel, il va faire les contours, il va faire l'analyse, il va faire beaucoup de travail, et le médecin, il va conclure sur ça. Alors, c'est des logiciels qui coûtent énormément cher, ça coûte très cher ces logiciels. Donc, le directeur de recherche m'a demandé de travailler, d'aider la compagnie. Moi, mon travail, c'était parce que le cœur, c'est un organe qui bat, qui a un cycle cardiaque d'à peu près 60 secondes, qui bat sans arrêt, et faire des images de quelque chose qui bouge, ça va donner toujours des images qui sont décalées dans le temps. Donc, et pour le but de mon intervention, c'est avoir toutes les images enregistrées sur une référence, tout simplement.
C'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. C'est vrai. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école, mais j'étais capable de trouver des solutions en creusant, en étudiant le problème. J'ai pu résoudre le problème et ça a donné des bons résultats. Alors, Ok. c'est ça. Donc, l'école, oui, la diversité de ce qu'on apprend à l'école, c'est toujours bon. Ok. D'ailleurs, moi, je pense, le plus qu'on apprend, le mieux pour nous. C'est parce que ça nous donne différentes façons de penser, ça nous fait toucher à certains domaines qu'on n'aura pas l'occasion peut-être de les voir. Donc, diversifier, ça va être une très, très, très bonne chose. Maintenant qu'on a parlé de votre parcours professionnel, etc., on va passer au thème, le génie biomédical. Je vais vous poser quelques questions, vraies ou faux. Vous allez me répondre, puis vous allez nous donner une petite explication par rapport à cette phrase-là, pourquoi elle est vraie, pourquoi elle est fausse. Donc, première phrase, c'est: un ingénieur biomédical participe à la conception d'appareils médicaux. La réponse, elle est un peu... Oui. Ça Alors, se voit. ça peut être vrai, ça peut être faux. Ça peut être vrai dans le contexte, si vous travaillez dans une compagnie, il y a des compagnies ici à Montréal, Oui. j'ai oublié les noms, il y en a au moins 2 compagnies qui fabriquent des prothèses de remplacement, pour les genoux, pour plein de choses de chirurgie. J'ai oublié le nom de la compagnie, c'est une compagnie montréalaise très connue. D'ailleurs, j'ai un projet qui les implique. Donc oui, si vous travaillez dans ce genre de compagnie, c'est sûr et certain, vous serez au premier plan de concevoir des choses qui vont être placées chez un patient ou bien qui vont être utilisées pour soigner ou faire diagnostic sur un patient. Par contre, si vous faites le génie clinique ne touche pas à ça. Le génie clinique, C'est vrai. son travail, ça va être beaucoup plus d'aller voir, connaître le besoin clinique et chercher l'équipement qui répond à ce besoin clinique. Ok. Ouais, et d'ailleurs, je remarque la variété un peu dans le domaine. On va parler plus tard, Inch'Allah. Mm. Je vais vous poser une autre question à la fin des vrais ou faux. Ok, prochaine question. Dans le réseau de santé, les ingénieurs biomédicaux ne participent pas aux prises de décision techniques. Vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est faux. Tout ce qui est technique, d'ailleurs, l'ingénieur, c'est lui, comment ça marche? Donc, on va avoir un projet de remplacement d'un équipement, un projet d'ajout d'un nouveau équipement. Un équipement qu'on n'avait pas, on veut l'ajouter, ou un équipement qu'on a, on veut le remplacer. Donc, c'est très rare qu'on remplace un équipement par le même équipement parce que l'évolution, elle est très, très rapide. C'est vrai. Et donc, en se basant, donc c'est l'ingénieur qui va être le maître de ce remplacement ou de cet ajout. C'est lui qui va faire le lien avec la clinique, qui implique les médecins, les chirurgiens, le chef de service et les infirmières, les autres personnes. D'autres départements peuvent faire partie aussi en fonction si l'équipement, ça implique une construction, si ça implique des retraitements, des désinfections. Donc ça va demander, implique le service des désinfections. Et donc c'est l'ingénieur qui va conduire tout ça d'une façon, il va devoir d'abord explorer le sujet et ramener ça à ces personnes d'une façon plus lucide et pour leur expliquer le projet et leur proposer ce qui va être. Côté technique, on travaille avec le département de service. Dans chaque hôpital, il y a un équipement et un département de service. Eux, ils vont s'occuper beaucoup plus du parti technique, c'est-à-dire ils vont être impliqués pour l'installation et ils vont être toujours impliqués pour les entretiens. Donc nous, les implique certainement, on implique toujours le chef de service parce que l'équipement viendra avec des contrats de service, soit contrats de service ou des formations techniques pour le personnel du service technique. Donc on les implique pour connaître leurs besoins par rapport à l'équipement qu'on veut ajouter. Donc l'ingénieur, oui, techniquement, il est toujours présent pour ça. Et j'imagine ces équipes de service-là, ils impliquent tous les techniciens biomédicaux, techniciens électriques, etc. Exactement. Donc ce sont des techniciens biomédicaux qui, et d'ailleurs la plupart, ils ont étudié à Polytechnique ou d'autres écoles d'ingénierie, ils sont très très bien qualifiés et puis ils sont capables de faire des entretiens comme il faut, même pour des équipements qui sont très très sophistiqués. Par exemple, nous, au Sacré-Cœur, on vient d'installer
une caméra TEP, c'est tomographie par émission de positrons. C'est une technologie qui coûte plus de 3 millions de dollars la machine. Et c'est une technologie vraiment à haute performance. C'est quelque chose de très, très technique. Mais avec ça, on a un technicien, un génie biomédical qui est formé, qui est capable de faire des entretiens et qui est capable de veiller sur le bon fonctionnement de la machine. Ces personnes, ils vont avoir des formations aux États-Unis, en Allemagne, ailleurs en Europe. Et ils ont vraiment ils ont tout le savoir-faire pour s'en occuper comme il faut de ces équipements. Ok, prochaine question. Pour travailler dans ce domaine, il faut aimer autant la technologie que la biologie humaine. Vrai ou faux? Tout à fait, tout à fait. Dans le sens, moi je dirais plus pour faire ce travail, il faut aimer porter quelque chose à l'autre, c'est-à-dire dans le domaine médical. Moi au début, quand j'ai commencé mon baccalauréat en physique, j'avais l'intention d'aller faire physicien médical au lieu de faire ingénieur biomédical. Ok. Et dans le sens parce que je veux porter quelque chose, je veux porter cette aide à la personne malade. Okay. Et par la suite, j'ai changé en génie biomédical. Oui, ça prend cette volonté à travailler dans l'hôpital. Si quelqu'un n'aime pas l'esprit de l'hôpital, n'aime pas voir les malades, donc ça va être difficile d'être là tous les jours. C'est vrai, ouais. Surtout qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop le délire de l'hôpital. Oui, Il y en a qui disent l'odeur de l'hôpital. Donc, tout à fait. Après, ça dépend des gens. Oui, ça dépend beaucoup des gens aussi. Ok, ensuite, dans certaines situations, l'ingénieur biomédical doit prendre des décisions rapides qui peuvent impacter la sécurité des patients ou des usagers. Vrai ou faux? Alors, ça peut être vrai comme ça peut être faux parce que dans la réalité, les équipements, ils sont sur le plancher, ils sont entre les mains des infirmières, entre les mains des médecins. Et s'il arrive quelque chose d'urgence, c'est à l'infirmière ou bien au médecin, au chirurgien d'intervenir. Ce n'est pas l'ingénieur qui va être à côté. Okay. Mais le travail de l'ingénieur et le travail du service technique se fait en amont parce qu'il y a des normes. Par exemple, aucun équipement ne doit être déployé si tous les tests de sécurité ne sont faits sur l'équipement. Dans le cas où il y a un problème avec un équipement, donc les compagnies ils ont l'obligation d'informer tous les sites qui ont ce type d'équipement. Ils doivent les informer le plus tôt possible. Et nous, à ce moment-là, qu'il soit l'ingénieur ou le service technique, on doit agir et on doit arrêter l'utilisation de cet équipement dans le plus bref délai. Et parfois, quand il y a un incident, ça ne veut pas dire que tous les équipements qui sont déployés vont avoir des problèmes. C'est comme parfois, quand il y a un rappel d'une voiture, ce n'est pas parce que toutes les voitures vont faire des accidents, mais par précaution, ils vont faire rappel à toutes les voitures de même modèle, bien des mêmes séries pour corriger le problème. Donc, c'est la même chose pour nous. Donc, ça se fait en amont. Et oui, parfois, il y a des décisions à prendre par rapport à certaines choses, mais ce ne sont pas des décisions qui vont mettre en danger le patient. Ok, donc les décisions urgentes, c'est les médecins et les infirmiers qui s'en occupent, mais après, l'ingénieur biomédical et son équipe, il a le temps de... Exactement, Okay, exactement. La prochaine question, elle est vraiment intéressante. Donc, l'innovation en ingénierie dépend uniquement de la technologie disponible et non des besoins humains. Ça veut dire, est-ce que l'innovation en ingénierie dépend uniquement de ce que l'humain il a besoin, ou est-ce qu'on va innover seulement lorsqu'on a les technologies nécessaires pour pouvoir le faire? Alors, aujourd'hui, la technologie ne cesse de se développer à très grande vitesse. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin, il y a un développement. Donc, le développement se fait en fonction des besoins. Okay. Et parce qu'il y a une très, très, très grande concurrence entre les compagnies dans tous les domaines. Alors, pour pouvoir vendre son équipement, les compagnies ils vont toujours mettre la plus haute technologie disponible pour répondre à un besoin clinique. Parce qu'il y a toujours un besoin clinique, c'est la demande, et les compagnies vont aller chercher et répondre à ces besoins cliniques. Je vous donne un exemple, par exemple, la résonance magnétique que je connais très très bien. Jusqu'à quelques années, comme je parlais tout à l'heure, le cœur qui bat, qui est sans arrêt, faire des images, ça dépend du type d'image qu'on veut faire. Par exemple, ça s'appelle des images ciné. C'est que après une acquisition de quelques minutes,
le médecin, il peut voir le cœur en 2 dimensions, tranche par tranche, en train de battre. C'est-à-dire, le médecin va apprécier, va voir quelles régions qui bat, quelles régions qui bat pas, qui bougent pas. Les régions qui ne bougent pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Le muscle, soit qu'il y a une sténose qui a donné le muscle, il est mort, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ces images qui prenaient 5 minutes, 8 minutes il y a quelques années, aujourd'hui, on peut le faire en moins d'1 minute. Alors, c'est quoi le but? Le but, c'est que avant aussi, le patient, pendant 5 minutes, pour faire ces images, on le fait par tranche. On le fait par une acquisition de 1 minute, durant laquelle le patient ne doit pas respirer. Il doit arrêter de respirer, parce qu'en arrêtant de respirer, on va éliminer le mouvement du diaphragme à cause de la respiration. Donc ça aide à la reconstruction des images, ça évite d'avoir des images floues. Okay. Aujourd'hui, le patient il peut respirer, il peut être à l'aise, et on obtient des images même en 3D qui sont parfaites. Parce que la technologie, il pousse vers ça. Il y avait un besoin là-dedans. Donc les compagnies étaient allées chercher des techniques et de l'innovation pour répondre à ce besoin. Et la compagnie, quand ils développent ça, c'est pas parce qu'ils ne vont pas le développer pour qu'ils attendent que tu l'achètes dans plusieurs années. Ils vont tout de suite, dès qu'il sort, parce qu'il y a une très grande demande, tous les centres aujourd'hui, ils veulent avoir cette nouvelle technologie. Donc ça s'arrache très, très, très vite. Et c'est rentable pour les compagnies, et c'est bénéfique pour les médecins, et c'est bénéfique pour les utilisateurs. Ouais. C'est excellent ça. Sinon, il y a un sujet dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que le développement de l'intelligence artificielle met à risque certains sous-domaines ou certains métiers, on va dire, dans l'ingénierie biomédicale? Moi, je ne dirais pas qu'il va mettre en péril certains domaines ou sous-domaines en génie médical. Pour le moment, encore aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un outil de plus qu'on peut utiliser pour exceller dans ce qu'on fait à tous les jours, sincèrement. Ouais. Moi, je vous donne un exemple très, très, très simple. Il y a quelques mois, jusqu'à quelques mois, je n'utilisais pas l'intelligence artificielle, mais depuis, j'ai commencé à utiliser. Et une partie de mon travail, c'est de faire de la veille technologique, c'est-à-dire pour un équipement, ou pour un projet qui concerne un équipement en particulier, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui est sur le marché, c'est quoi les différentes compagnies qui sont sur le marché, les différentes technologies qui sont sur les marchés, et surtout comparer tous ces équipements. Si j'ai 5 équipements, 5 compagnies, j'ai besoin de les comparer comme il faut, de savoir c'est quoi les avantages, les inconvénients, les détails techniques de chacun. Faire ça, avant, ça me prenait minimalement plusieurs semaines, parce qu'il faut aller chercher les documents techniques de chacun, faire des tableaux, comparer. Aujourd'hui, ce genre de choses, tu peux le faire en 15 minutes. Tu demandes à l'intelligence artificielle de te sortir ces comparaisons, il va te le sortir tout ce qui existe sur le marché. C'est sûr que tu as besoin de revoir ça pour pas qu'il te donne des erreurs. Oui, mais ça sauve des semaines de travail. C'est énorme. Alors, je pense pour le travail, aujourd'hui, je pense que tout le monde est satisfait de l'apport de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, dans le futur. Après, moi, je ne sais pas. Je pense qu'il y a pas mal j'entends des conférences de certains spécialistes québécois, canadiens qui essaient d'avertir par rapport le dérapage de l'intelligence artificielle. Mais je pense aujourd'hui n'est pas encore rendu là. Mais je pense qu'il y a toujours côté positif, côté négatif de chaque chose. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Bon, dernière question dans le thème. Je vois que vous avez parlé de quelques projets que vous avez, des projets que vous allez entreprendre avec d'autres compagnies en biomédical, oui, et à la pharmacie, etc. Oui. Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes méthodes de gestion de projet dans l'ingénierie biomédicale que dans les autres domaines de l'ingénierie, avec quelques adaptations, bien sûr? Oui. Alors, moi, je pense, sincèrement, moi, dans mon travail à tous les jours, je suis pas quelqu'un qui applique les choses à la lettre. Pour moi, je vis ça comme un artiste. Pour moi, chaque projet, chaque client, chaque collaborateur, il est particulier. Et la gestion de projet dans le domaine du génie biomédical, il
il y a certaines choses à maîtriser. Certaines connaissances, c'est sûr que c'est quelque chose qui vient avec le temps, comme toute chose. L'expertise, ça s'installe avec le temps. Quand on fait un premier projet, un deuxième projet, un troisième projet, et puis après une année, après 2 ans, c'est sûr que des choses qui étaient très difficiles au début, ça devient très très facile par la suite. C'est l'effet expérience. Mais je pense il y a des facteurs communs, c'est-à-dire dans tous les projets, il y a toujours un client qui est le service clinique, il y a toujours un équipement, et puis il y a une gestion derrière pour que l'équipement arrive chez le client, qu'il soit installé, formation donnée et puis opérationnel. Donc c'est ce qui est commun entre tous les projets. Après, les difficultés, les circonstances, ça change d'un projet à l'autre. Moi, j'ai des projets de construction qui peuvent durer pendant 1 année, 2 ans, voire plus. Et j'ai d'autres projets qui ça peut prendre quelques mois aussi. Okay. Donc, c'est pas mal diversifié. Ok, je vois. Donc, comme vous l'avez dit, il vaut mieux vivre son métier comme un artiste. C'est ça le kiff, comme disent les jeunes. Ouais. Mais bon, maintenant, on va passer... maintenant qu'on a exploré un peu l'univers du génie biomédical, de l'ingénierie biomédicale, pardon, on va aller sur un terrain qui nous tient particulièrement à cœur dans ce podcast, qui est le lien entre la foi et la vie professionnelle. Donc, Tariq, dans ce métier, vous travaillez dans un domaine hautement technique, mais aussi très sensible, vu que vous avez une équipe qui entretient des machines qui peuvent sauver des vies. Tout simplement, ça peut sauver des vies. Oui. Et puisque tu touches directement à la santé d'un être humain, est-ce que dans ton métier, il arrive de devoir faire des choix éthiques et comment l'islam vous aide à naviguer dans le domaine, dans certaines situations? Oui. Alors, moi, je dirais, c'est pas par rapport seulement le génie biomédical. Je pense la première chose, là où la foi intervient d'abord, qu'il soit le génie biomédical ou tout autre domaine, d'abord la responsabilité, c'est se responsabiliser. Aujourd'hui, tout le monde fait du télétravail. Moi, je travaille presque à 100%, je fais presque 100% de télétravail. Récemment, je fais 1 fois par semaine au travail. Je vais essayer de faire 2 jours par semaine au travail. Et quand tu es chez toi, tu es chez toi. Donc, être responsable, c'est de vraiment faire ce que tu as à faire. Peu importe, tu n'as pas besoin que ton superviseur soit à côté de toi. Ça n'a pas besoin. Ça fait partie, ça fait du sens. Je pense que ça fait complètement du sens d'être responsable, de faire ce que tu as à faire. Il y a, dans le domaine au travail, c'est sûr que on peut être bon comme on peut être mauvais. On peut faire les choses comme il faut, comme on peut faire traîner les choses parce que pour une raison, pour une autre, il y a chacun a ses raisons. Mais je pense la foi ou bien moi personnellement, il y a plusieurs choses que ça traverse pas mon cerveau parce que je pense que être honnête, être sincère, être impliqué, faire ce qu'on a à faire, ça fait partie de notre identité. C'est vrai, ouais. Et justement, en parlant d'identité, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser un projet ou modifier une façon de travailler dans votre métier parce que ça entrait en conflit avec la religion? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Sincèrement, je ne pense pas dans le travail qu'on fait, ou bien le travail moi que je fais comme gestionnaire de projet en génie biomédical, qui a quoi que ce soit qui est en conflit avec la religion, sincèrement. Okay. Et parfois, c'est pas un conflit par rapport à la religion, ça peut être un conflit par rapport à certains principes, par exemple. Mais là-dessus, après, chacun comment il gère certaines choses. Mais il y a aucune contradiction entre la foi et le travail qu'on fait, sincèrement. C'est un très bon milieu de travail. On peut vraiment exceller, on peut se sentir utile, à apporter des solutions. Par exemple, moi, quand je fais un projet,
je fais pas un projet sur papier, je fais un projet en lien avec un problème ou bien en lien avec des patients. Je me rappelle un projet que j'avais fait il y a une année ou deux où on devait acheter un échographe, un équipement d'échographie pour des personnes qui ont un cancer de prostate. Donc le but, c'est savoir si la prostate a développé un cancer, à quel stade. Et on avait une panoplie de choix. Avec moi et le médecin, on avait beaucoup de choix. J'ai fait une veille technologique, on avait beaucoup de choix. Et finalement, mais en étudiant tous ces choix, on s'est rendu compte qu'il y a une technologie en particulier qui est très, très, très pertinente et très utile pour le patient, parce que c'était la seule technologie qui est capable de faire un diagnostic avec des sondes d'échographie à très haute résolution de l'ordre microscopique. Et avec le médecin, ce projet, ça coûtait beaucoup plus cher, je pense 3 fois plus cher que le projet initial. Mais j'ai tout fait auprès de mes superviseurs et plus haut pour les convaincre. C'est vraiment la meilleure technologie à avoir parce que c'est la meilleure technologie pour les patients. On était les premiers centres au Québec à avoir cette technologie. Okay. Et moi, je le vois ça à travers comme un projet qu'on est là pour apporter des bonnes solutions. On n'est pas là juste pour faire un projet et puis je tourne la page, mais on essaye toujours d'être la valeur ajoutée, d'être positif, de ramener quelque chose qui est bonne pour tout le monde. Et non pas, on pouvait faire juste un projet, acheter un équipement et puis on a remplacé un équipement par un équipement. Mais on essaie toujours de donner le meilleur de nous et je pense que ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre foi. Donner le maximum de soi, toujours. Donner le maximum de soi et dans ce but, pour cet objectif-là. C'est ça. Aussi, ça me rappelle le hadith La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tout à fait. Donc, nul ne croit vraiment, sauf s'il aimerait à son frère ce qu'il aimerait à lui-même. Donc, si nous, on voudrait un jour aller à l'hôpital et avoir une technologie qui nous donne un résultat rapide et précis, on travaillerait sur ça pour que nos frères et tout à fait. Les gens en général. Exactement, pour que tout le monde puisse bénéficier. Moi sincèrement, j'ai jamais fait un projet juste pour, dans le sens où on peut entendre, j'ai fait ce que j'ai à faire. Non, moi j'essaie toujours, si le budget ne suffit pas, je vais me battre pour avoir du budget, je vais aller vraiment essayer d'avoir la meilleure technologie, avoir la meilleure chose, dans le but de faire bénéficier tout le monde. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on ne fait pas les choses juste pour les faire, mais on fait les choses le meilleur qu'on peut. Ensuite, comment faites-vous pour garder un équilibre entre votre engagement professionnel et l'engagement spirituel? Vous m'avez aussi dit que vous faites presque 100% du télétravail jusqu'à récemment, vous allez parfois à l'hôpital. Est-ce que le fait de télétravailler, est-ce que parfois le travail vous tient un peu accroché pour finir une tâche avant d'aller, par exemple, alors, quelque chose? Oui. Aujourd'hui, à mon expérience à moi, et chaque fois que je passe en entrevue pour embauche, je le dis à cette personne, il me pose la question, qu'est-ce que vous faites si vous êtes débordé? Je dis, je n'ai jamais été débordé de ma vie. Dans tout le travail que j'ai fait de ma vie, je n'ai jamais été débordé. Et beaucoup de personnes ne me croient pas, mais après, ils réalisent que oui, vraiment, je ne suis jamais débordé, alhamdoulilah. J'arrive à gérer bien mes affaires. Et par rapport à la relation travail, foi, et puis, moi, je pense que c'est un équilibre qui va de soi, au-delà du travail. Il faut avoir cet équilibre en dehors de toutes circonstances. Il faut l'installer, il faut l'avoir. Il faut être serein, il faut être tranquille, prendre le temps pour faire tes choses. Le travail, quand il arrive, il était déjà préparé, tu étais déjà dans les habitudes. Le travail ne te perturbera pas. Ne te perturbera pas parce que les habitudes sont très bien installées. Et écoutez, moi, je pense que ça dépend de chacun. Comme moi, le travail que je fais, j'ai largement le temps de faire mon travail, d'avoir des pauses, je me rappelle la dernière fois que j'avais des stagiaires, ils pensaient qu'ils devaient travailler, rester au bureau, de leur arrivée à 8h30 jusqu'à leur départ à 4h30 le soir. Moi, je dis, allez-y, va faire un tour, sortez, allez, respirez. T'as pas besoin de...
C'est pas en restant à son poste devant son ordinateur qu'on devient plus rentable ou plus productif. C'est complètement fou. Ouais. C'est complètement fou. C'est pour cela aussi, moi, on peut parler longtemps de télétravail. La productibilité ou la productivité et la rentabilité, ça n'a rien à voir avec être au bureau, pas être au bureau. Moi, je le vois comme ça. Parce que quand on travaille bien, quand on sait qu'est-ce qu'on doit faire et puis on est attaché à ce qu'on fait, pas besoin d'être au bureau, pas être au bureau. Peu importe où on est, on produit et on avance. Okay. Ah, c'est vrai ce que vous dites. Ouais. Donc, dans un milieu aussi technologique, aussi technique, comment faites-vous pour rappeler à vous-même et à vos collègues que derrière chaque appareil, il y a un être humain, il y a une vie qui peut être en jeu un jour, on ne sait jamais. Je pense, comme ingénieur biomédical, on est déjà sensible à ça. Parce que tous les équipements qu'on achète, ils vont toujours être en contact avec un patient, utilisés avec un patient. Okay. Après avec le temps, c'est sûr qu'on développe certaines habilités, certaines sensibilités. Je donne l'exemple, par exemple, la dernière fois, j'ai assisté à une présentation d'une compagnie qui nous présente une technologie en imagerie. Et dans cette technologie-là, ils ont ajouté de l'intelligence artificielle. Et moi, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais attendez, vous faites le diagnostic, est-ce qu'il est basé sur l'intelligence artificielle? Parce que où est-ce qu'il est le problème? Le problème, c'est que en imagerie, au domaine médical, l'intelligence artificielle, pour le diagnostic, je ne parle pas d'autres domaines, un exemple concret, quand on fait des rayons X pour les poumons, et puis on voit la machine aujourd'hui, il peut analyser l'image des poumons et aller chercher, détecter des choses, des points et sortir certains points que l'intelligence artificielle va détecter. Il va dire ce point-là que le médecin ne va pas le voir parce que ça ne se voit pas à l'œil nu. L'intelligence artificielle peut le sortir et dire au médecin attention, ce point, il va se développer, ça va donner quelque chose plus tard. Okay. Donc l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il fait? Il va se baser sur des données collectées à travers à travers des patients ou bien à travers des images générées sur Phantom et il va se baser sur cette information pour prédire ce qui sort de cette image. Ça, il y a un avantage, mais il y a quelque chose de dangereux là-dedans aussi. Parce que l'algorithme peut se tromper. Et si l'algorithme se trompe, donc ça va causer beaucoup de problèmes. Alors aujourd'hui, bien que l'intelligence artificielle est utilisée, mais il y a toujours le dernier, c'est le médecin qui décide à la fin. Donc il va faire une suggestion au médecin, mais c'est le médecin qui va décider à la fin. Il n'y a rien qui passe de la machine vers le patient. Il y a toujours le médecin qui décide par la suite est-ce que c'est vraiment quelque chose d'inquiétant, de pas inquiétant. Donc les ingénieurs du domaine sont vraiment sensibles à ce genre de choses. Et aussi, je pense, aujourd'hui, il n'y a rien d'inquiétant parce que toutes les machines, avant qu'elles soient déployées, avant même qu'elles soient commercialisées, ils passent une vérification par Santé Canada. Il y a tout un protocole très, très sophistiqué que les compagnies doivent d'abord appliquer pour avoir une autorisation de Santé Canada. À travers cette autorisation, il y a beaucoup de tests qui sont faits, il y a beaucoup de documentation, il y en a beaucoup de choses. Donc, avant que l'équipement soit commercialisé, il y a beaucoup de travail qui est fait derrière qui assure que le patient il est en sécurité. Donc, l'ingénieur, par la suite, nous aussi, on lève des flags quand il y a des choses qui nous inquiètent, mais normalement, il n'y a pas de danger pour le patient. Ok. On a parlé de quelques valeurs déjà, par exemple l'excellence, l'ihsan, on a parlé aussi de la sensibilité. Est-ce que vous pensez que la foi et d'autres valeurs reliées à l'islam peuvent apporter quelque chose de concret à la recherche
ou à l'innovation, par exemple, dans peu importe quel domaine, pas nécessairement juste l'ingénierie biomédicale. Oui, alors, sincèrement, la religion, qu'il soit l'islam, le christianisme, d'autres religions, toutes les religions, ils Ils ont transmis des valeurs. oui, pas seulement ils transmettent les valeurs, mais ils poussent les gens, bien, ils motivent les gens d'apprendre. Le premier verset coranique, c'est lit. Ouais. La première révélation, c'est lit. C'est la C'est ça. lecture. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lisait pas. Il lisait pas et c'est un alphabet. Mais le Coran le poussait à lire. Donc la lecture, l'apprentissage, c'est l'ADN, c'est dans l'ADN, dans notre ADN. Ça doit rester dans notre ADN. Il y a beaucoup de hadiths qui sollicitent les gens d'aller chercher de la science, d'apprendre. Et d'ailleurs, j'ai voulu soulever ce point très important. Il faut vraiment sortir de l'esprit que je vais à l'école pour apprendre, pour avoir un diplôme, pour travailler. Ça c'est un concept qui n'est pas bon. Oui, je vais à l'école pour apprendre, pour avoir un diplôme, pour travailler, mais je ne m'arrête pas là. Ça ne m'arrête pas là parce que je commence à travailler. Imaginez, vous commencez à travailler à 25 ans, par exemple. Vous allez à la retraite minimalement à 65 ans, pour la plupart. 40 ans. Vous faites quoi pendant 40 ans? Vous faites que travailler. Donc il faut vraiment sortir de cet esprit de je travaille, c'est tout. L'apprentissage, ça continue. Ça devait faire partir de notre quotidien. Et heureusement, au Canada, c'est parmi les rares pays au monde où on peut aller à l'école tout au long de notre vie, à n'importe quel âge. On peut toujours aller apprendre, on peut toujours aller suivre un diplôme. Et aujourd'hui, avec le télétravail, avec les flexibilités qu'on a aujourd'hui, tu peux même faire un doctorat tout en aller à son travail. Donc il faut vraiment profiter de ça. Et l'autre chose que j'aimerais aussi ramener aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est ingénieur que je connais rien en sciences sociales, que je connais rien dans les autres domaines. C'est complètement faux. Je me rappelle, il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à lire des livres qui sont loin de sciences, de génie, des livres de littérature, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre ce qu'ils racontent. Mais à force, aujourd'hui, je préfère lire 6 livres que lire des livres de mathématiques ou autres. Donc, okay. c'est que de l'apprentissage. Et moi, je sollicite tous les jeunes et tout le monde. Vraiment, il y a beaucoup d'opportunités ici, au Québec, au Canada, pour apprendre, pour évoluer, pour avancer. Ok. Donc, c'est de l'amélioration constante. Exactement, c'est de l'amélioration continue. Vous allez voir, la plupart des compagnies, maintenant, ça fait partie des obligations. C'est négocié par les syndicats de chaque organisme. Vous aurez droit à la formation continue. Okay. Mais vous-même, il y a des formations, il y a des MBA, il y a des formations, il y a même des doctorats que tu peux faire à temps partiel. Okay. Ça prend de la motivation et ça prend le désir d'apprendre. C'est jamais perdu. Tout investissement dans l'apprentissage, ce n'est jamais perdu. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez aussi parlé tout à l'heure de plusieurs hadiths qui poussent vers l'apprentissage, vers le développement de soi. Est-ce qu'il y a un hadith ou même un verset du Coran qui vous motive à travailler dans votre domaine? Oui, alors, il y en a plusieurs, mais un qui me touche pas mal plus. Ce hadith, il dit, si la fin du monde arrive, c'est-à-dire c'est fini, ouais. Et puis tu as dans les mains une petite plante que tu voulais planter, plante-la. Mais là, c'est la fin du monde, on va faire quoi avec? Oui, mais même si c'est la fin du monde, plante-la. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce hadith? Ça veut dire que c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Fais ce que tu as à faire. Même si c'est la fin du monde, je veux planter ça pour donner un arbre, pour donner des fruits pour les nouvelles générations, mais c'est la fin du monde, non, plante-la. C'est-à-dire, ne dis pas à quoi ça va servir. Oui, un doctorat ou je ne sais pas quoi, à quoi ça va servir. Ça va servir un jour. Un diplôme, études de soir, à quoi ça va servir? Oui, ça va servir un jour. Et vous savez, moi je vois ça, j'ai toujours imaginé ça comme
tu vas dans un bâtiment ou quelque part et puis tu as plusieurs portes. Si tu t'arrêtes à la première porte, bah, tu t'arrêtes à la première porte. Plus loin, peut-être il y a une fête, peut-être il y a, je ne sais pas, il y a des cadeaux, il y a des choses extraordinaires qui se passent à 3 portes plus loin, et puis toi, tu t'arrêtes à la première porte, puis tu as raté quelque chose d'énorme. Mais si tu franchis la porte, la première, la deuxième, la troisième, à chaque fois, tu vas récolter quelque chose, ou tu vas avoir quelque chose que tu n'as jamais pensé. Mais c'est un effort qui n'est pas perdu. C'est un très, très bon investissement. N'empêche, ça peut être seulement pour motiver les personnes autour de toi, tes enfants, ton entourage. C'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est un bon hadith, c'est une bonne motivation, subhanallah. Ok. Bah, on arrive vers la fin de l'épisode, Tariq. Avant de terminer cet échange, j'aimerais vous poser quelques questions. Oui. Du coup, d'abord, que peut-on vous souhaiter pour la suite, autant sur le plan professionnel que personnel? C'est-à-dire, quels sont vos projets que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment? Oui, alors, sur le plan professionnel, j'ai pris une décision de continuer là où je suis et d'investir beaucoup plus dans les études, c'est-à-dire dans l'apprentissage. Ok. Actuellement, je commence une maîtrise en administration, gestion c'est l'MBA en gestion d'entreprise. Donc, c'est 2 ans. Et par la suite, bon, moi je suis quelqu'un qui aime apprendre. Sincèrement, moi, j'aime pas du tout la stagnation. Moi, le stagner, c'est pas dans le sens pour avoir un meilleur salaire. Pour moi, à partir d'un certain niveau, je suis à l'aise et tout. J'arrive à combler mes besoins. Pour moi, c'est suffisant. Mais apprendre, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi. Et bon, là, je commence un MBA et par la suite, j'ai d'autres projets. J'espère pouvoir les réaliser, aller au-delà de cette maîtrise. Et puis, j'ai des enfants aussi que j'essaie de motiver et de leur donner l'exemple pour exceller, travailler, s'intégrer et être positif dans la société aussi. Inch'Allah, ils suivent vos pas, Inch'Allah, qu'ils deviennent même meilleurs. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent vous contacter, c'est où qu'ils peuvent vous retrouver, Tariq? Alors, je suis très disponible sur LinkedIn, bien que moi, je ne publie pas sur LinkedIn. Je regarde ce qui se passe de temps en temps. Okay. Mais tout le monde peut me contacter. D'habitude, j'accepte toutes les personnes qui me demandent la connexion. Je n'ai pas de problème. J'ai quelques personnes de mon entourage, des étudiants, des personnes qui cherchent de l'emploi, que j'essaye de guider le mieux que je peux. Je suis toujours ouvert à ce genre de choses. Ça me fait plaisir. Je pense que ça fait partie de notre mission de tendre la main à des personnes qui viennent de commencer. Et donc, c'est ça, je suis disponible. Ok. Et la dernière question, quel message aimeriez-vous adresser à la jeunesse musulmane qui souhaite réussir ou se lancer dans les études, dans la science, sans renier sa voie, évidemment? Je sais que vous avez donné des conseils par rapport à l'apprentissage, sinon... Alors, je pense c'est un mode de vie. Je pense le message clé de tout ça, c'est d'être soi-même. Vous savez, c'est très important de vivre de la façon qu'on est et non pas vivre de la façon que les autres ils veulent. Parce que l'ADN d'une personne, ça vient de ses parents, ça vient aussi de sa vie, comment il était élevé, son lieu de vie, son apprentissage au sein de sa famille, tout ça. Donc, 20 ans après, à 20 ans ou quelque chose comme ça, ça donne une personne avec des caractéristiques. C'est-à-dire, c'est une personne particulière avec certaines caractéristiques, avec un ADN. Si
si on crée de la contradiction avec ce qu'on est, les résultats, c'est que on se trouve avec une incompatibilité avec nous-mêmes. C'est-à-dire, on croit à quelque chose et on fait autre chose. Et ça donne que des problèmes. Ça n'aide pas du tout. Alors, moi, je pense il faut être honnête avec soi-même. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, à moi-même, la vie est très belle. On fait énormément de choses. Il y a de très belles choses qu'on peut faire au-delà des études. Mais on fait tout dans un cadre. Il faut juste avoir le cadre. Et le cadre, c'est pas pour limiter nos choix. Le cadre, c'est pour nous encadrer, pour éviter de faire pas pour éviter, mais le cadre, ça nous permet de faire des choix éclairés et des choix qu'on assume. Quelqu'un, par exemple, moi, j'en ai vécu des hauts et des bas. J'étais en Europe pendant plusieurs années, j'étais ici, et il y a beaucoup de décisions que j'ai prises à l'époque il a sauvé. Ces décisions, ils ont sauvé mon avenir. Ma première décision auquel je me rappelle, quand j'étais adolescent, j'avais 14-15 ans et j'avais 2 amis. Ce sont mes voisins. Et ces 2 personnes, c'était quelqu'un extraverti, qui aime sortir. Et bon, c'était mes meilleurs amis, les personnes les plus proches de moi, donc je sortais avec eux. Mais moi, dans mon ADN, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, qui aime le bruit, qui aime tout ça. Et au début, je me forçais parce que, bon, ce sont mes amis, il faut suivre les autres. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas compatible. Et ma décision, c'était d'arrêter cette amitié et de faire les choses comme moi, ça m'arrange, parce que je n'étais pas quelqu'un qui est compatible avec ça. Du coup, ce qui est arrivé, c'est que mes 2 amis, quelques années plus tard, ils ont arrêté l'école et j'ai pu continuer. Pourquoi ? C'est pas parce que je suis meilleur, mais parce que j'étais fidèle à mes convictions, j'étais fidèle à moi-même. Et aujourd'hui, c'est ça ce qui arrive, c'est qu'on copie-coller beaucoup sur les gens. À mon avis, on peut tout faire, mais il faut qu'on le fasse avec conviction et selon nos principes à nous. Faire des sorties, aller à la plage, il y en a énormément de choses qu'on fait, mais nous l'on fait de notre façon et selon nos convictions à nous, et pas selon les convictions des autres. C'est vrai, ouais. Comme quoi il faut rester authentique à soi. Exactement. Alhamdulillah. Merci énormément, Tariq, pour votre témoignage. Barakallahu fik. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on a pu découvrir l'ingénierie biomédicale. On a vu le parcours de Tariq. On a vu, c'est un exemple à suivre. Allahumma barik. On a vu aussi qu'il est possible et même nécessaire de concilier excellence professionnelle / professionnelle scientifique et la foi. Continuons à nous cultiver, à nous engager en tant que communauté musulmane. Soyons des exemples dans nos domaines afin de montrer aux autres l'impact de l'islam dans nos vies. Et à très bientôt pour un prochain épisode de Nour al-Kalima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.